Sur une échelle de 1 à 10, à quel point seriez-vous mal à l'aise devant cette chose? Et maintenant, devant celle-ci. Deux réactions différentes, pourtant, c'est exactement la même chose. Juste des robots, pas vrai? Mais alors, qu'est-ce qui pousse les gens à aimer davantage R2-D2 que C3PO, ou alors cette poupée à celle-ci? Il y a bien une raison à ça. Un phénomène psychologique qui joue avec notre cerveau et qui nous met mal à l'aise face à ce qui ressemble presque à nous. Bienvenue dans le phénomène de la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, ou Uncanny Valley en anglais, c'est ce phénomène psychologique qui va nous troubler devant des objets ou des entités qui ont des caractéristiques humaines. À la base, c'est un concept formulé par le roboticien japonais Masahiro Mori en 1970. Et à partir de là, il va créer un graphique. Il présente deux axes avec une simple courbe. L'axe horizontal représente la ressemblance avec l'humain, et l'axe vertical représente notre affinité avec l'objet. L'idée, c'est de montrer les différents niveaux d'affinité qu'on peut avoir face à des éléments différents. Par exemple, si on est confronté face à un robot peu réaliste, alors notre niveau d'affinité pour celui-ci est assez standard. On l'apprécie pas forcément, mais on ne le craint pas non plus. Et si on prend un être humain, alors cette fois-ci notre affection est beaucoup plus importante. Mais entre le robot classique et l'être humain, il y a une zone où la ressemblance est troublante, voire presque trop parfaite. Il y a quelque chose de légèrement faux, d'étrange, et c'est ça qui génère une sensation d'inconfort. C'est justement ce fossé qu'on appelle la vallée de l'étrange. Ce que dit son créateur, c'est que plus un élément non humain nous ressemble, plus ses défauts nous paraissent troublants, voire monstrueux, ce qui provoque un rejet et un dégoût naturel. Sauf que dans la vie de tous les jours, l'Uncanny Valley semble être un phénomène un peu éloigné, une sensation qu'on ne vit pas forcément au quotidien. Mais la vallée de l'étrange est bien plus présente qu'on ne le croit. Déjà, c'est quelque chose de présent dans l'animation. Est-ce que vous connaissez ce film, Le Pôle Express? Probablement que oui, et c'est un excellent film de l'enfance pour beaucoup de monde. Sauf qu'il est l'exemple même de ce qu'est la vallée de l'étrange. Les personnages sont créés en 3D par ordinateur, et ils ont une apparence qui est à la limite du réaliste, alors que leurs expressions faciales sont parfois décalées, lentes et peu humaines. Ce que ça a fait, c'est que lorsque le film a été projeté en salle, il faisait peur aux enfants, ou alors il les mettait mal à l'aise à cause des personnages, ce qui était aussi mon cas. Mais plus que ça, la vallée de l'étrange, c'est d'abord un concept qu'on met sur les robots qui tentent d'imiter l'apparence humaine. La plupart des gens trouvent ça repoussant, voire un peu effrayant. Et c'est une idée simple en apparence, mais elle soulève plein d'autres questions en réalité et ouvre des abîmes entiers de réflexion. Que ce soit simplement sur la psychologie humaine, sur notre rapport aux machines, mais aussi en allant plus loin sur notre propre humanité. Parce que si Masahiro Mori a formulé son hypothèse initialement, c'était aussi une alerte quant aux questions d'éthique. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Avant ça, découvrons quelques phénomènes liés à la vallée de l'étrange. Quand on pense à l'Uncanny Valley, il y a un phénomène qui revient presque toujours, le malaise du visage trop parfait. Ça peut paraître paradoxal, mais l'homme n'aime pas les visages complètement symétriques. Pourtant, on associe souvent la symétrie faciale à la beauté. Dans la culture populaire, la perfection physique est souvent décrite par des traits réguliers, un visage proportionné, sans défaut. Mais si je vous montre cette image, vous n'allez pas trouver la personne belle. Et plus que ça, vous pouvez la trouver dérangeante. Mais alors, pourquoi ce malaise ? Pourquoi ce qui est objectivement beau peut-il devenir subjectivement inquiétant? Avec la vallée de l'étrange, on a des pistes de réponse. Déjà, la beauté humaine inclut l'imperfection, car les visages humains sont naturellement asymétriques. Un œil plus petit, une narine un peu différente, une légère inclinaison des lèvres, toutes ces micro-variations sont inconscientes mais universelles. Et quand un visage est trop symétrique, il provoque une sensation de faux semblant. Et on l'a vu avec la vallée de l'étrange, qu'importe les raisons, notre cerveau n'aime pas ça. On est fait pour détecter des signes de santé, de danger, d'intention, d'émotion, et tout ça en quelques millisecondes. Quand on voit un visage trop parfait, il manque des signaux subtils comme les rides, les micro-expressions ou les petites asymétries qui signalent la vie. Et ça peut déclencher une alerte cognitive inconsciente, où notre cerveau voit que ce n'est pas normal et surtout que ce n'est pas vivant. Ce phénomène, on le retrouve souvent dans les filtres de beauté extrême ou alors chez les deepfakes. Maintenant, est-ce que vous connaissez le point commun entre les visages trop lisses, les clowns, les poupées anciennes ou encore les couloirs vides? Ne cherchez pas trop compliqué, la réponse c'est qu'ils nous mettent tous mal à l'aise. Pas forcément parce qu'ils sont laids ou monstrueux, mais parce qu'ils sont ambigus. Ils ne rentrent dans aucune case claire.
ni tout à fait humain, ni tout à fait inhumain. C'est ce que j'appelle le malaise de l'entre-deux, et il est au cœur de ce qu'on ressent dans la vallée de l'étrange. Prenez une poupée, un mannequin, un corps sans vie. Ce sont des éléments qui ressemblent aux vivants, qui en imitent l'apparence, mais qui en ont perdu la conscience, la chaleur, l'émotion. Ils sont figés et silencieux, alors que pourtant ils évoquent la vie, tout en affirmant l'absence de vie. C'est cette tension, ce flou qui dérange. Ce n'est pas un danger évident, c'est l'absence de réponse. Ce phénomène s'étend aussi à certains visages humains, notamment ceux qui sont paralysés ou figés. Des visages qui semblent ratés, mais sans défaut flagrant. Le cerveau tente de les reconnaître, sauf qu'il n'y parvient pas. C'est souvent ce qu'on retrouve chez les poupées et les clowns. Des figures censées être inoffensives, voire amusantes, mais qui provoquent souvent un profond malaise. Et ce n'est pas un hasard. Ces figures exagèrent les traits humains. Elles jouent sur un décalage émotionnel. Elles sourient, mais sans réelle joie derrière. Elles sont mal alignées émotionnellement, et cette incohérence déclenche un trouble immédiat. Ce malaise de l'entre-deux, il se limite pas seulement au visage ou au corps. On peut également faire le lien avec les lieux. Les espaces liminaux sont un excellent exemple. Ce sont des lieux qui donnent l'impression d'être entre deux choses. Un couloir vide, une école la nuit, un parking désert ou encore un hall d'hôtel sans personne. On les reconnaît mais on ne les voit jamais dans cet état. Et c'est ce contraste qui va créer l'inconfort. Un lieu censé être traversé et animé et qui devient finalement figé et silencieux. Comme si quelque chose allait arriver mais ne venait jamais. Tous ces exemples se situent entre deux repères connus. Et c'est cette ambiguïté qui va créer une alarme inconsciente. Le cerveau n'aime pas le flou, il préfère largement la clarté. Et quand il y a des informations qu'il ne peut pas classer, alors il commence à douter. Et lorsqu'il doute, il rejette. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes sont troublées par des personnalités androgynes. Pas parce que c'est bizarre, mais parce que ça déstabilise des repères profondément ancrés. C'est aussi ce qui explique notre fascination mêlée de peur pour les créatures hybrides. Sirènes, vampires, golems, tous les monstres partiellement humains. Ce sont des êtres ni vraiment humains, ni vraiment monstres. Et même nos rêves ou nos faux souvenirs peuvent provoquer cette sensation étrange, parce qu'ils habitent cette zone incertaine entre le réel et l'irréel. Finalement, tous ces phénomènes différents partagent une même structure psychologique. Ce ne sont pas des choses étrangères qui nous font peur, ce sont des choses proches de nous mais désalignées. Ce qui nous fait peur, ce n'est pas l'autre, ce qui nous fait peur, c'est le presque moi. Mais alors, pourquoi ce sentiment revient-il sans cesse? Qu'est-ce qui, dans notre cerveau, notre évolution ou notre culture peut l'expliquer? Pour comprendre d'où vient la peur, il faut plonger du côté des sciences. La vallée de l'étrange, c'est un phénomène étonnant pour les scientifiques, qui a longtemps été débattu et qui l'est encore maintenant. Les sources du malaise restent un sujet qui fait débattre encore aujourd'hui. On a des dizaines de théories qui pourraient répondre à la question suivante: pourquoi a-t-on peur de l'Uncanny Valley? J'ai sélectionné les théories les plus intéressantes que j'ai regroupées dans 3 grandes parties. Les théories cognitives, biologiques et sociologiques. Tout d'abord, parlons des théories cognitives. Elles se basent sur notre psychologie et les réactions que notre cerveau peut avoir en voyant des images qui tombent dans la vallée de l'étrange. La première idée, c'est que la vallée de l'étrange perturbe nos attentes mentales. Imaginez, vous voyez un visage humain, tout semble normal. Mais au moment où il bouge, quelque chose cloche. Le sourire est trop lent, le regard ne suit pas ou alors son mouvement est trop rigide. Il y a un décalage entre ce que vous attendiez et ce que vous percevez. On appelle ça une dissonance cognitive. Votre cerveau est face à une contradiction qu'il ne parvient pas à résoudre. D'un côté, il veut bien croire que c'est un humain, mais de l'autre, il détecte une anomalie et rejette ce qu'il voit. Et dans le cas de la vallée de l'étrange, c'est justement cette tension qui déclenche le malaise entre les deux côtés. C'est plutôt basique, et même si ça n'explique pas toutes les réactions, c'est une idée qui se combine bien aux autres sans forcément les discréditer. Une autre idée serait que nous reconnaissons les visages humains de façon holistique, c'est-à-dire dans leur entièreté. On voit une personne comme un tout et non pas comme un assemblage de plein de morceaux. Ça veut donc dire que notre cerveau n'analyse pas seulement les caractéristiques des traits, mais aussi leurs différences. Ainsi, lorsqu'un visage présente une perturbation minuscule comme une bouche mal synchronisée, notre cerveau le détecte immédiatement. L'avantage avec ces théories cognitives, c'est qu'elles permettent d'expliquer la vallée de l'étrange tout en donnant des pistes d'explication. En vérité, leur principal défaut, c'est la même chose que leur plus grande qualité. Ce sont des modèles assez simplistes qui n'expliquent pas les nuances de l'Uncanny Valley, ni ses manifestations les plus extrêmes. Parce que quand on voit une image qui ressemble à de l'humain sans l'être, certes c'est étrange car ça nous sort de nos schémas classiques, mais on ressent pas forcément une peur à cause de ça. C'est là qu'entre en jeu la deuxième catégorie des théories, les théories biologiques. L'une des hypothèses les plus répandues, c'est la théorie de la maladie.
Selon cette idée, notre cerveau aurait développé au fil du temps un mécanisme d'alerte face à tout ce qui peut ressembler à la maladie ou à la mort. Et quand on y repense, ça paraît assez logique. Lorsqu'on voit des yeux trop fixes ou encore un mouvement rigide, ce sont des signaux visuels qui, dans la nature, peuvent indiquer la maladie, l'infection ou la décomposition. Lorsqu'un visage a de légères imperfections, il active un mécanisme primaire de dégoût qui est conçu pour éviter les sources potentielles de contagion. Ce mécanisme aurait eu une valeur de survie. Éviter les personnes contagieuses ou les corps altérés par la maladie. Des expériences ont montré que des singes macaques regardaient beaucoup moins longtemps les visages trop réalistes générés par ordinateur que les vrais visages ou même des caricatures. C'est une preuve que ce malaise du presque humain existe chez d'autres espèces. Une autre théorie assez similaire qui va encore plus loin, c'est celle de la conscience de la mort. Quand on voit un être presque humain mais défaillant, notre esprit ne voit pas seulement un robot mal fait, il voit un corps sans vie finalement. Des études en neurosciences montrent que certains visages liés à l'Uncanny Valley activent les zones du cerveau associées à la peur et à la vigilance. Exactement lorsqu'on est confronté à des images de décès ou de maladie. Et ça expliquerait la vraie peur que l'on peut ressentir devant une simple image. La dernière catégorie de théories est celle des théories sociologiques. Ici, l'approche est très différente, car ces idées essayent d'expliquer la vallée de l'étrange par la culture et par la symbolique. La première théorie sociologique, c'est celle de la théorie culturelle. Souvent, l'existence d'entités humanoïdes est considérée comme une menace pour le concept d'identité humaine. Dans le folklore, la création ou la présence d'êtres sans âme est souvent présentée comme imprudente, voire dangereuse. C'est notamment le cas du golem du judaïsme, dont le manque d'empathie peut mener au désastre, quelles que soient les bonnes intentions de son créateur. On peut aussi citer de nombreux monstres humanoïdes qui proviennent du mythe ou de légende, comme le Wendigo qui, dans certaines de ses versions, ressemble à un humain. Ce que ça montre pour les défenseurs de cette théorie, c'est que l'idée d'une peur de ce qui nous ressemble existe depuis longtemps et qu'elle est partout. La vallée de l'étrange serait donc un malaise ancré en nous, une peur qu'on a du mal à justifier mais qui est constamment présente. La seconde théorie de cette catégorie, c'est ce que j'appelle la théorie du statut. Dans toutes les cultures, l'humain a toujours été placé au sommet. On s'est toujours défini comme la référence, mais quand une entité artificielle prend une apparence presque humaine, quelque chose vacille. Quand on prend un robot à visage humanoïde, on voit un robot qui bouge, qui parle, qui cligne des yeux. Il n'est pas vivant, mais ressemble presque à un humain. Et c'est justement ce presque qui dérange, parce qu'en face de ces visages artificiels, notre cerveau, lui, il hésite. Il reconnaît une forme humaine, mais il sait qu'en réalité, il y a un corps sans histoire. Ce malaise pourrait ne pas être juste esthétique, mais avoir une véritable signification symbolique. Quand une machine ou un robot commence à ressembler à un humain, il brouille les frontières entre l'humain et le non-humain. Et ce brouillage, il menace quelque chose de plus profond. Notre place dans le monde, ou notre statut. Si un robot peut nous imiter dans nos gestes, nos expressions, nos réactions, alors qu'est-ce qui nous distingue vraiment ? La vallée de l'étrange devient le symptôme visuel de cette angoisse. Quelque chose qu'on peut copier sans jamais la comprendre. Cette crainte, on peut la retrouver par exemple dans les humanoïdes de science-fiction qui remplacent les humains. La théorie du statut serait finalement une peur de perdre ce qui nous rend unique. Une peur que notre humanité puisse être remplacée en un claquement de doigts, et que l'homme ne soit plus l'élément central sur Terre, mais un simple modèle parmi tant d'autres. On peut dire que finalement, il y a plein d'angles différents sous lesquels on peut analyser ce concept. Et en combinant les théories, on comprend mieux la richesse et la profondeur du phénomène. Ce n'est pas simplement un bug visuel, mais une réaction plus complexe. Elle est peut-être ancrée dans notre ADN, dans nos circuits neurologiques et même dans nos structures culturelles. Mis à part les scientifiques, s'il y a bien un groupe d'individus qui a compris la vallée de l'étrange et sait l'utiliser, c'est bien les artistes. On a vu que l'Uncanny Valley était une sorte de limite dont il ne fallait pas s'approcher. Encore aujourd'hui, des studios comme Pixar et Ghibli évitent volontairement de s'approcher de la vallée de l'étrange, de peur que ça nuise à leur création. Et c'est assez logique. Tout à l'heure, on a vu que le Polar Express était souvent représenté comme un échec esthétique, et les androïdes actuels qui imitent l'humain sont très mal vus. Pourtant, le malaise provoqué par la vallée de l'étrange peut tout autant être un outil puissant pour les artistes, qui permet de transmettre des émotions différentes. D'un côté, on peut voir une zone instable et ambivalente, et de l'autre, on peut voir une zone avec un potentiel créatif énorme. On peut la retrouver par exemple dans la photographie numérique, en sculpture, ou même dans certains styles de peinture, où elle permet d'apporter quelque chose de nouveau. De nombreux artistes jouent avec pour créer des œuvres troublantes, où la beauté glisse lentement vers le malaise.
C'est le cas de Loretta Lux ou de Chao Fei qui créent des personnages aux proportions humaines. Le but, ça peut être d'interroger ce qu'on considère comme vivant, beau ou réel. Ces œuvres, elles nous confrontent à des visages trop lisses, des enfants trop sages, des corps figés dans une perfection stérile. C'est le fait que l'émotion soit absente ou que la pose soit trop statique qui dérange et fascine en même temps. Et on l'a vu avec les autres phénomènes reliés à l'Uncanny Valley, mais l'esthétique de l'entre-deux, c'est une mine d'or pour les artistes. La peur des poupées et des clowns, on peut la retrouver dans des films comme Ça et Chucky. On retrouve aussi énormément de créatures hybrides dans ce genre d'œuvre, ne serait-ce que pour les vampires ou même Frankenstein. Et au-delà des personnages, il y a aussi les espaces liminaux qui dérangent et qui font peur. C'est notamment grâce à cette esthétique qu'est né l'un des plus grands phénomènes d'internet, que j'aime énormément, les backrooms. Un univers fictif composé de centaines de niveaux avec un labyrinthe infini de couloirs, de pièces et d'espaces abandonnés, qui évoquent tous un sentiment d'étrangeté. Avec internet, de nombreux artistes ont décidé de passer le pas et de s'aventurer dans la vallée de l'étrange, que ce soit pour faire peur et déranger, ou même explorer de nouvelles possibilités. Certains ont même dépassé cette limite pour atteindre un nouveau stade. Au cinéma, Ex Machina en est un parfait exemple. Le film utilise des androïdes presque humains pour interroger notre empathie, nos peurs et nos désirs. Il crée un inconfort émotionnel, fait ressentir au spectateur que quelque chose ne tourne pas rond, même s'il n'arrive pas à dire quoi. Ça rend le film très particulier et même si on ne l'aime pas, il reste très intéressant. Pour aller encore plus loin, on peut dire que franchir cette limite de l'esthétique, ça permet de questionner notre humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des humains et en quoi on est si différent de ce qu'on crée? La vallée de l'étrange devient une sorte de miroir de notre propre humanité. L'artiste souligne ce qui cloche dans une imitation parfaite, ce qui met en lumière ce qu'on considère comme vivant et authentique. Même si tout ça reste dans le cadre de l'art et de la fiction, avec les grandes avancées en intelligence artificielle, il est possible qu'on franchisse la vallée de l'étrange. Même si en vérité, on a déjà un pied de l'autre côté et qu'on est bien parti pour passer le deuxième. Quand je dis franchir, je veux dire que les robots imiteraient si bien les visages humains qu'ils ne provoqueraient plus de malaise. Ils ne seraient donc plus dans la vallée de l'étrange. Si on imagine un scénario de la sorte, alors on peut se demander à quelle dérive ceci peut conduire et comment ça va nous impacter. Parce qu'une fois que la vallée de l'étrange est franchie, un tout autre champ de problèmes s'ouvre. Si les IA et les robots deviennent indistinguables des humains, les conséquences ne seront plus esthétiques ou émotionnelles, mais elles seront éthiques, sociales ou encore psychologiques. Et parmi toutes ces conséquences, certaines peuvent toucher directement des personnes vulnérables, voire même nous. Si une IA ou un robot nous paraît totalement humain, il devient difficile de faire la distinction entre un être vivant et quelque chose qui ne l'est pas. Le robot serait tellement précis dans son apparence, sa voix, ses gestes, ses émotions simulées, qu'on ne pourrait pas déceler d'anomalies. Et ça pourrait très bien conduire à de la manipulation, qu'elle soit politique ou commerciale. Mais plus dangereux encore, ça peut réellement mener à une confusion identitaire, surtout chez les plus jeunes ou les personnes vulnérables. Et c'est logique, qui est-on dans un monde où le vivant est parfaitement simulé et à qui peut-on faire confiance? C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, où ChatGPT est devenu le compagnon de certaines personnes à qui il lui demande tout et n'importe quoi. Dans la mesure où les chatbots se trompent souvent, car ils sont alignés pour vous donner la réponse attendue et pas forcément la vérité. Des IA capables de simuler parfaitement l'empathie, la gentillesse, l'humour ou encore l'amour, ça risque de provoquer un attachement émotionnel profond chez certaines personnes, sauf qu'il serait unilatéral. Des gens pourraient développer des relations affectives avec des robots qui n'éprouvent rien en retour. Ça peut conduire à de l'isolement social, car certains préféreront des compagnons IA à des relations humaines plus complexes. Eux, ils sont toujours disponibles, jamais contrariants, et ils ne demandent jamais rien en retour. La conséquence directe à ça, c'est une dévalorisation des liens réels entre humains, car ils seraient trop imparfaits ou exigeants. C'est une problématique qui touche directement les personnes vulnérables, et ça va l'être encore plus avec les risques de vol d'identité. Parce que oui, une IA qui peut imiter parfaitement un humain, c'est une IA qui peut être utilisée à des fins d'arnaque. Avec la progression en flèche des IA génératives, et avec la sortie du modèle VO3 de Google, ça devient de plus en plus une réalité. Petit à petit, on voit émerger des deepfakes réalistes qui imitent une voix, un visage, une manière d'écrire, ou quoi que ce soit d'autre. Par exemple, certains métiers consistent à se faire passer pour une personne décédée afin d'aider quelqu'un à surmonter un deuil. On aime ou on n'aime pas, ce qui est sûr c'est qu'avec ce genre de concept, des personnes mal intentionnées pourraient créer des faux témoignages vidéo avec des conséquences tragiques. Quand une IA ressemble à un humain et agit comme tel, ça devient difficile de savoir comment la traiter. Est-ce qu'on doit la respecter? Peut-on l'humilier? Même aujourd'hui, et ça risque de s'aggraver,
Les IA créent un flou juridique et c'est compliqué de savoir à qui imputer la faute si une IA crée un dommage. En plus, les gens peuvent s'emballer et réclamer des droits pour les machines, alors même qu'elles n'ont pas conscience et que ce sont juste des algorithmes très complexes. Mais paradoxalement, le danger n'est peut-être pas qu'on humanise la machine, mais plutôt qu'on robotise l'humain. Ce que je veux dire par là, c'est que pour certains, la vie humaine en tant que telle peut perdre en valeur. Car si les machines deviennent indiscernables des humains dans leur comportement, la grande question devient, qu'est-ce qui fait l'humain ? Pour beaucoup, ça peut mener à une véritable crise existentielle, parce qu'il va falloir redéfinir la conscience, l'émotion ou encore l'intelligence. Et sûrement que ça peut faire tomber de nombreuses personnes dans une angoisse existentielle. Parce que si une IA peut nous remplacer, est-ce qu'on est véritablement unique ? Est-ce qu'on est vraiment indispensable ? Et c'est pour ça que j'aime énormément l'Uncanny Valley. C'est un phénomène simple, qui a des implications complexes et qui peut nous faire réfléchir. La vallée de l'étrange, c'est une limite esthétique et émotionnelle, mais ce qui se trouve de l'autre côté, c'est une zone grise éthique et sociale. Donc finalement, est-ce que le vrai défi, c'est réellement de rendre les machines humaines, ou alors c'est plutôt de préserver ce qui fait notre humanité dans un monde où tout peut être simulé ?